Bon, parfait. Donc, en fait, on va essayer de répondre un petit peu à un certain nombre de questions qu'on pourrait se poser concernant les papillomavirus. Le papillomavirus, d'abord, qu'est-ce que c'est? Ensuite, quelles sont les pathologies qui sont induites par ces virus? Par quel mécanisme l'infection des papillomavirus conduit-elle au cancer? Quels moyens de prévention des infections peut-on avoir en ce qui nous concerne? Et est-ce qu'on peut espérer un jour éliminer des cancers HPV induits? Alors, le papillomavirus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un virus relativement petit avec un ADN qui est très résistant en milieu extérieur, qui est constitué en périphérie d'une capside avec l'ADN à l'intérieur. Donc, question, comment se transmettent les infections à papillomavirus? Par la peau, par le sang, par tout type d'acte sexuel, par l'alimentation. Bon, c'est un quiz, vous essayez de répondre dans votre tête. La réponse, eh ben, par la peau, les attouchements, par tout type d'acte sexuel. Par contre, le sang n'intervient pas dans la contamination, pas plus que l'alimentation. En fait, il existe de nombreux types de papillomavirus. Certains ont un tropisme plutôt cutané, d'autres un tropisme muqueux. On décrit plus de 200 génotypes différents, dont une quarantaine peuvent infecter le tractus anogénital. Et là-dedans, il y a à peu près 13 HPV à haut risque oncogène, c'est-à-dire qui peuvent être associés à des cancers du col de l'utérus ou du vagin ou de la vulve. Et ce sont des virus à transmission sexuelle. D'après vous, combien de personnes sont infectées par un virus HPV au cours de leur vie? 5%, 50%, 75%. En fait, quasiment tout le monde, ou presque, qui a une activité sexuelle, sera peu ou prou un jour dans sa vie en contact avec un papillomavirus. Quand on regarde la prévalence des infections à HPV dans le monde, cette prévalence, donc à un moment T, vous voyez qu'elle est variable en fonction des pays, mais surtout elle est variable en fonction également de l'âge où est réalisée cette prévalence. Toujours est-il que c'est l'affection sexuellement transmissible la plus fréquente, puisqu'on considère que 70 à 80% des personnes sexuellement actives seront affectées au cours de leur vie. La contagiosité est élevée, surtout chez les jeunes, et l'infection est très précoce dès les premiers contacts sexuels avec un pic d'infection qui se situe aux alentours de 22-23 ans. Quand on regarde cette courbe, je ne sais pas si vous arrivez à la voir déjà, courbe de prévalence de l'infection HPV en Europe, donc la France c'est la courbe jaune en plein, on voit que le pic d'incidence de ces infections se situe entre 20 et 25 ans, puis ensuite on a une décroissance très progressive. Vous noterez en particulier que à partir de 30-35 ans, on arrive à peu près à un plateau qui peut justifier, nous le verrons plus loin, le dépistage par le test HPV plutôt que par la cytologie. Alors, quelles sont les pathologies induites par les papillomavirus? Question, lorsqu'on est infecté par un virus HPV, cela veut forcément dire que l'on va développer un cancer. Vrai ou faux? La réponse est évidente. Vu la fréquence de l'infection HPV, on imagine bien que tout le monde n'a pas un cancer, et fort heureusement. Donc c'est faux. Quelles sont les pathologies qui peuvent être induites par les HPV? Des verrues génitales ou plantaires, cancer du col de l'utérus, papillomatose laryngée, cystite, cancer de la gorge, lésions précancéreuses, polypes. En pratique, à part la cystite et les polypes qui ne sont pas en relation avec l'HPV, toutes les autres infections peuvent être potentiellement induites par des HPV. Ici, vous avez un résumé de quelques pathologies qu'on peut rencontrer avec l'HPV. Les pathologies du col de l'utérus, mais également de la vulve, du vagin ou de l'anus, donc les cancers anogénitaux, ainsi que les lésions précancéreuses, mais également les cancers des voies aérodigestives supérieures, et en particulier de l'oropharynx, où on trouve principalement de l'HPV 16. On admet que 5% de l'ensemble des cancers au niveau mondial sont attribuables à l'HPV. Et puis vous avez des lésions, enfin des pathologies liées à l'HPV, mais à bas risque, qui ne sont pas associées à des cancers, comme les verrues vulgaires, plantaires, planes, ou les condylomes génitaux. Question suivante. Combien de nouveaux cas de cancer causés par les HPV surviennent chaque année en France?
chez les hommes et les femmes. Environ 3 000, environ 6 000, environ 10 000. En pratique, c'est à peu près un peu plus de 6 000 cancers induits par les HPV que l'on retrouve chez les hommes et les femmes. Parmi les cancers causés par l'HPV, quelle proportion concerne les hommes? Les hommes ne sont pas concernés, près d'un tiers des hommes sont concernés, ou un homme sur 10 est concerné. En pratique, un homme sur 3 est concerné par ces cancers. Quand on regarde la répartition des cancers en fonction de leur localisation et en fonction du sexe, comme on le voit sur ce schéma, vous voyez que le cancer de l'anus est particulièrement représenté chez la femme. Bien sûr, le cancer du col de l'utérus, 3000 cas, il n'y a que la femme. Cancer du pénis, c'est quand même relativement rare, 210 cas. Cancer des voies digestives supérieures, 1300 chez l'homme, 380 chez la femme. Et puis, on a rajouté à côté du cancer les verrues anogénitales, qui sont des lésions bénignes, qui concernent à la fois les hommes et les femmes et qui représentent à peu près 100 000 cas annuels. Alors, quelle contribution des HPV au développement des différents types de cancers? Ce qui est intéressant, c'est de voir que le cancer du col de l'utérus, dans 100% des cas, est induit par l'HPV. Cancer de l'anus, 87% des cas, le cancer est induit par l'HPV. Le vagin, 70%, le pénis, 40%, la vulve, 35%, un tiers des cancers de la vulve sont HPV induits. L'oropharynx, 38%, puis après on a bien sur des zones plus faibles, 25% pour le pharynx, 3,7% pour la cavité orale, 2,4% pour le larynx. Mais on voit qu'il y a une nette prédominance dans les types viraux de l'HPV 16 par rapport à l'ensemble des autres HPV. Vous voyez ici la distribution des types d'HPV que l'on retrouve dans les différents cancers en fonction de leur localisation, utérus, vulve, vagin, anus. Et vous voyez que le bleu foncé, qui est l'HPV 16, est prédominant dans la majorité de ces cancers. Alors, par quel mécanisme l'HPV va conduire au cancer, alors que c'est une infection fréquente? En fait, tout débute par une infection virale HPV toute banale, avec pénétration du virus à partir d'une brèche ou d'une zone de faiblesse dans la profondeur de l'épithélium génital. En pratique, ça a une raison, c'est que le virus, pour se reproduire, a besoin de cellules compétentes, c'est-à-dire possédant un noyau, possédant des nucléoles, etc., capables donc de permettre la réplication virale. Or, dans l'épithélium pavimenteux du col de la vulve ou du vagin, seules les couches profondes possèdent des noyaux et sont capables de permettre la réplication virale. Les couches superficielles, au fur et à mesure de la maturation, perdent leur noyau et desquament. Donc l'infection virale au contact direct de l'épithélium ne peut pas se développer. Par contre, à l'aide d'un microtraumatisme, le virus va pénétrer en profondeur et va infecter les cellules basales de l'épithélium malpigien. Ensuite, ces cellules vont se présenter une multiplication virale, puis des modifications de l'architecture, des noyaux, des cellules, avec augmentation des cellules en phase S et diminution de l'expression des protéines tardives pour aboutir progressivement à des lésions histologiques de bas grade. Un tiers le plus profond de l'épithélium est touché, des lésions histologiques de haut grade, CIN2, CIN3, où on a 2 tiers, voire la totalité de l'épithélium qui est touché. On peut imaginer ou représenter, si vous voulez, la chronologie de l'infection virale jusqu'au cancer comme une infection virale au départ lors des premiers rapports, une infection persistante, avec ou non des petites lésions de bas grade, puis cette infection persistante, surtout quand il s'agit du mauvais type viral, va entraîner progressivement des lésions histologiques de haut grade, puis un cancer. Vous voyez que les périodes entre chaque étape sont relativement longues. Entre l'infection persistante et la lésion de haut grade, 5 ans, et entre la lésion de haut grade et le cancer, 10 ans, voire plus. Et à tous les niveaux de cette étape, il y a une possibilité de se débarrasser du virus et donc de se débarrasser des lésions induites par ce virus. Plus on est jeune, plus on a la capacité de guérir spontanément de ces lésions, même s'il s'agit de lésions de haut grade. Le cancer de l'utérus,
3000 cas par an, 1200 décès par an à peu près, 35 000 lésions précancéreuses qui vont justifier une électroconisation avec des répercussions obstétricales potentielles, avec un pic d'incidence pour le cancer qui est aux alentours de 39-40 ans et un âge médian au diagnostic de 53 ans. Là, vous avez sur ces clichés un cancer du col de l'utérus qui, lui, est assez visible et relativement symptomatique puisqu'il était responsable de métrorragie post-coïtale. On constate que depuis la mise en place du frottis de dépistage par Papa Nicolaou, on a vu progressivement les cancers diminuer en termes d'incidence. Toutefois, on a l'impression, quand on regarde les courbes qui sont sur ce tableau, d'une stagnation de l'incidence et de la mortalité liée au cancer du col de l'utérus. Alors pourquoi ce ralentissement de la baisse? Il est difficile à expliquer parce qu'a priori, il y a quand même un dépistage qui est réalisé, mais peut-être qu'on a une augmentation du risque d'exposition au papillomavirus, l'effet indirect de la contraception, la baisse de l'âge des premiers rapports, bien que celui-ci ne soit pas descendu aussi bas qu'on pourrait l'imaginer, l'augmentation du nombre de partenaires du fait de la libéralisation par la contraception. Tout ça, ce sont des hypothèses, on n'a pas d'explication très claire, mais toujours est-il qu'on est dans cette situation d'une stagnation du taux de l'incidence du cancer et de sa mortalité. Cancer de l'anus, lui, il est en nette augmentation. Quand vous regardez les courbes, vous voyez une augmentation très nette de l'incidence du cancer anal. Cancer qui est majoritairement HPV induit et surtout l'HPV 16. Majoritairement, on a vu, c'était plutôt les femmes que les hommes. Et ce cancer ne signifie pas forcément qu'il est lié à des rapports anaux, puisqu'on peut très bien avoir un cancer de l'anus, des lésions de l'anus, sans forcément avoir des rapports anaux. Le cancer des voies aérodigestifs, c'est une notion qui est plus récente et qui a fait également intervenir le papillomavirus. Jusqu'à présent, on considérait que le facteur de risque essentiel, c'était l'exposition alcoolo-tabagique. Effectivement, on avait 14 000 nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieurs en 2015, 72% touchant les hommes, pour lesquels on avait une participation des facteurs de risque alcoolo-tabagique importante. Et puis, en fait, on s'est aperçu, en cherchant les HPV et en regardant l'évolution et le type de cancer, qu'en fait, on avait un certain nombre de cancers qui ne répondaient pas aux critères alcoolo-tabagiques habituels et pour lesquels on retrouvait de l'HPV, pour arriver actuellement à peu près 1680 nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures liés à HPV par rapport aux 14 000 que nous avons vus. Alors, le problème de ces cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est qu'il n'y a pas de dépistage, pas plus que dans le cancer de l'anus, bien que certains préconisent de faire des cytologies anales. En pratique, il n'y a pas de dépistage organisé ou de dépistage efficace au niveau du cancer de l'anus, cancer de la vulve, cancer des voies aérodigestives supérieures. Enfin, bien que ce ne soit pas un cancer, les verrues génitales ont quand même un impact psychologique très important chez les jeunes filles et chez les garçons. C'est une IST quand même très fréquente. Elle survient quasiment dans les 3 à 6 mois à la suite des premiers rapports. Le pic de prévalence 20-24 ans, contagiosité très importante. Ce sont des lésions qui régressent spontanément le plus souvent au bout d'1 ou 2 ans, mais difficiles à supporter et accepter, et donc souvent nécessitent une prise en charge thérapeutique, soit par des crèmes, soit par du laser. Alors comment peut-on prévenir ces infections et la pathologie liée aux HPV? Alors une question, la transmission des infections HPV est nulle en cas d'utilisation des préservatifs. Vrai ou faux? Eh bien malheureusement, c'est faux. Effectivement, le préservatif vous préserve des IST, mais malheureusement ne protège pas à 100% contre les infections à HPV. En effet, la transmission des HPV est possible même en l'absence de pénétration. Les zones non couvertes par le préservatif peuvent expliquer les choses. La transmission par caresse, donc par transport manuporté, sont tout à fait possibles et vraisemblables. Enfin, la petite taille du virus peut peut-être permettre de traverser la barrière physique en latex du préservatif. Toujours est-il qu'on ne peut pas utiliser l'argument du préservatif comme élément protecteur pour les infections à HPV. 2 stratégies de prévention sont complémentaires et peuvent être mises en place.
La première, la plus logique, c'est la prévention primaire, c'est la vaccination. Je laisserai le docteur Young vous en parler. Et moi, en tant que gynécologue, je vais vous parler de la prévention secondaire, qui est le dépistage. En pratique, il existe une prévention tertiaire, dont on ne parlera pas, qui correspond à la bonne prise en charge des anomalies de frottis dépistées. Alors, le dépistage du cancer du col de l'utérus, avec actuellement, ça rentre dans les recommandations en termes nationaux, avec des centres de dépistage qui s'occupent de convoquer, les patientes qui n'ont pas eu de frottis dans les 2 ou 3 ans. Ça s'adresse à qui? À toutes les femmes de 25 à 65 ans, mais depuis quelques années, maintenant 3 ans, on a changé les modalités du dépistage. Vous avez vu que la prévalence de l'HPV chez les femmes jeunes était importante. Il était évident que faire un dépistage en recherchant l'HPV ne sera pas très intéressant, puisque 30% des patientes, globalement, seront positives. Donc, on préconise ces patientes de 25 à 30 ans de réaliser les frottis classiques en cytologie. Et à partir de là, en fonction des anomalies cytologiques, on verra la prise en charge. En revanche, à partir de 30 ans et ce jusqu'à 65 ans, on propose comme premier test un test HPV, c'est-à-dire qu'on recherche la présence ou non de virus. Le prélèvement est le même que celui qu'on faisait pour la cytologie, simplement l'analyse n'est pas la même. Deux choses l'une, soit cette recherche d'HPV est positive et auquel cas on fera sur le même prélèvement une recherche des anomalies cytologiques. Soit le test HPV est négatif et on considère que ce caractère négatif est protecteur vis-à-vis du cancer de façon suffisamment importante pour proposer un intervalle entre les deux prélèvements de 5 ans. Voilà l'algorithme décisionnel. Donc, chez les patients de plus de 30 ans, on fait un test HPV. Le résultat est positif. On fait dans le même temps une cytologie réflexe. Alors, à titre indicatif, ça signifie qu'il faut pour vous, quand vous faites des prélèvements, utiliser des prélèvements en phase liquide. En effet, le frottis conventionnel sur l'âme ne permettra pas de faire un test HPV. Et de ce fait, vous risquez de vous priver de la cytologie réflexe éventuellement que vous voudriez faire. Toujours est-il que le test HPV est positif, un examen cytologique réflexe est fait. Quel que soit le résultat de cet examen cytologique à partir du moment où il est anormal, justifiera de réaliser une colposcopie. En revanche, si le résultat est négatif, comme vous aviez un test HPV positif, vous refaites un nouveau test 1 an plus tard. Et si ce test est à nouveau positif, quel que soit le résultat de la cytologie, vous devrez être amené à faire un test, une colposcopie. En revanche, si ce test revient cette fois-ci négatif, vous repassez à un contrôle tous les 5 ans. Maintenant, les patientes qui ont moins de 30 ans, je vous ai dit, on va faire un dépistage par la cytologie. Donc, quand vous avez une cytologie normale, vous faites un frottis 1 an quand il s'agit du premier frottis après. Quand il s'agit du deuxième frottis, vous faites un frottis tous les 3 ans. Maintenant, si vous avez des anomalies, si vous avez un frottis ascus, on revient à ce que l'on faisait avant, c'est-à-dire on va faire un triage sur ce frottis ascus par un test HPV pour trier les patientes qui vont justifier d'une colposcopie de celles qui n'en auront pas besoin. Si le test HPV est négatif, on refera une cytologie 3 ans plus tard. Si le test HPV est positif, c'est une colposcopie. Pour le frottis ASCASH, pas de discussion, pas de test HPV, c'est d'emblée une colposcopie. Pour le frottis, pas grade, normalement, on propose une colposcopie d'emblée. Maintenant, quand on manque d'accès à la colposcopie, on peut proposer un double immunomarquage par P16Ki67 qui permet de distinguer dans les lésions de bas grade celles qui sont transformantes de celles qui sont réplicantes. Celles qui sont transformantes justifieront, donc quand vous avez un immunomarquage positif, justifieront de faire une colposcopie d'emblée. Si en revanche, on a un immunomarquage qui est négatif, on refera une cytologie à 12 mois. Petite particularité, le frottis atypique glandulaire, c'est une situation qui est très rare, mais bon, ce qui existe. Actuellement, les recommandations, c'est de proposer un test HPV. Si ce test HPV est négatif, on revient à une cytologie à 3 ans. Si ce test HPV est positif, on réalisera une colposcopie, voire un contrôle de l'endocole. Sur ce tableau, vous voyez où on en est en termes de dépistage du cancer du col, avec des taux de couverture insuffisants et surtout une grosse disparité régionale de ces taux de couverture. En 2017, seuls 60% des femmes avaient eu un dépistage dans les 3 ans
Et si on prend la fourchette d'âge entre 50 et 65 ans, on tombe à des taux de moins de 40%. Le dépistage est complètement inégal en ce qui concerne les cancers, puisque, en fait, en pratique, comme je vous l'ai déjà dit, on a un dépistage organisé, efficace en ce qui concerne le col de l'utérus. Par contre, on n'a pas de dépistage pour le pénis, la vulve, le vagin, l'anus ou pour les voies aérodigestifs supérieures. Donc, il nous manque quelque chose d'important pour lequel la prévention primaire va être fondamentale. Je laisse donc la parole au docteur Durand. Merci bien. Ok, bon. À toi de charger, Michel. Oui, bonsoir à tous. Donc, Michel Lyon, je suis infectiologue au CHU de Dijon et je m'occupe pas mal de vaccinologie. Donc, c'est à ce titre-là que je vais vous parler donc de la prévention primaire par le vaccin HPV. Et puis, je vous parlerai en 2 mots de la campagne qui s'annonce dans les collèges pour les élèves de 5e, puisque au niveau régional, eh bien, la mise en œuvre en fait avec les collèges de cette vaccination euh, a été confiée aux centres départementaux de vaccination. C'est à ce titre donc que j'interviendrai. Donc, on va déjà parler du vaccin. Donc, je reviens sur la première diapo, donc sur la technologie vaccinale. Donc on utilise en fait une protéine recombinante, qui est la protéine de la capside, la protéine L1. Et lorsqu'elle est fabriquée en grande quantité, elle va s'agréger et donner des pseudoparticules virales, ce qu'on appelle les fameuses VLP. Voilà. Donc, ces pseudoparticules virales vont être à l'origine de la production d'anticorps sériques anti-L1 de façon très élevée dans le sérum. Et ces anticorps neutralisants vont transsuder et être présents au niveau des muqueuses, notamment pour assurer une protection à l'infection. Donc, un petit focus donc, sur les vaccins HPV disponibles. Donc, vous avez la première génération en fait des vaccins HPV que vous avez eu à disposition au tout début de la mise en place de cette vaccination généralisée en Europe, notamment en France. Donc, c'était le vaccin quadrivalent, hein, avec tenant en compte en fait des sérotypes 6, 11 pour les verrues génitales, les condylomes, et puis 16-18 pour les HPV de haut grade, qui étaient très prédominants, 16-18, le bivalent 16-18, et puis plus récemment, maintenant depuis quelques années, le vaccin non advalent, hein, où on a adjoint 5 sérotypes d'HPV à haut grade, permettant de renforcer en fait la couverture vaccinale pour la prévention du cancer. Donc, on est passé donc d'un vaccin quadrivalent à un vaccin non avalent, en rajoutant les HPV 31, 33, 45, 52, 58, et vous passez d'une protection sur le cancer de l'ordre de 70% à plus de 90%, donc une amélioration significative en fait de la couverture vis-à-vis du cancer. Donc, on reprend les quiz. Donc, Pierre aura 15 ans dans une semaine. Il vient de recevoir sa première dose de vaccin HPV. Quelles sont les réponses justes? Donc, Pierre devra recevoir une seconde dose de vaccin HPV dans 6 mois ou plus tard. Pierre devra recevoir une seconde dose de vaccin HPV 2 mois plus tard, puis une troisième dose 6 mois après la première. Et le vaccin HPV est recommandé et remboursé pour Pierre. Donc, les bonnes réponses, c'est la A et la C. Donc, avant 15 ans, eh bien, le schéma de vaccination proposé est un schéma en 2 doses, comme vous le savez, hein, M0
et la deuxième dose entre M6 et jusqu'à M13. Et puis, donc la deuxième affirmation est fausse puisque avant 15 ans, eh bien, on n'est pas sur un schéma de rattrapage en 3 doses. Et puis, le vaccin, comme vous le savez, est maintenant remboursé dans les deux sexes et est recommandé pour les deux sexes. Donc, quelles sont les raisons de vacciner les garçons? Donc, leur assurer une protection directe, améliorer l'immunité collective, augmenter la couverture vaccinale et assurer l'accessibilité équitable de la vaccination aux garçons comme aux filles. Bon, toutes ces affirmations sont vraies. Donc, protection directe des garçons, car comme vous expliquez, Serge Douvier, eh bien, les cancers HPV induits, c'est un tiers des hommes touchés. L'amélioration de l'immunité collective, les HPV, faut être deux en général pour les attraper. Donc, en vaccinant les deux sexes, eh bien, on arrive beaucoup plus rapidement à l'immunité de groupe, donc cette fameuse immunité collective. Donc, forcément, c'est augmenter la couverture vaccinale et donc avoir une réponse équitable à la vaccination. Deuxième quiz. Donc, Joséphine a 19 ans, elle a débuté sa vie sexuelle il y a 3 ans. Quelles sont les réponses justes? Donc, on ne peut pas vacciner Joséphine avec le vaccin HPV. Il est recommandé de vacciner Joséphine avec un schéma en 3 doses, M0, M2, M6. Joséphine devra attendre ses 25 ans pour pouvoir bénéficier de son premier frottis selon les recommandations de l'INCa. Donc, les réponses bonnes, c'est B et C. Donc, bien sûr qu'on peut encore vacciner Joséphine. Donc, les recommandations, c'est un rattrapage jusqu'à 19 ans révolu. Donc, elle n'a pas encore ses 20 ans, donc on peut lui démarrer sa vaccination, mais avec un schéma en 3 doses, hein, ça vous le savez. Donc, M0, M2, M6. Et par rapport à la prévention secondaire par les frottis, eh bien, elle est fixée, comme vous l'a dit Serge, à partir de 25 ans. Donc, pour résumer, donc les indications de la vaccination telles qu'elles existent au calendrier vaccinal, donc c'est une vaccination qui est indiquée en France pour la prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus, liées à certains types de HPV oncogènes. Bien évidemment que ce bénéfice, il va au-delà de ces localisations et c'est vrai aussi donc pour la prévention du cancer de l'anus et le cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc le schéma, donc vous le connaissez aussi, hein, c'est-à-dire que idéalement donc avec un schéma en 2 doses, c'est recommandé entre 11 à partir de 11 ans et jusqu'à 14 ans révolus. Et puis, il y a un rattrapage qui peut se faire, donc de 15 à 19 ans révolus, mais avec un schéma un peu différent, puisqu'on est sur un schéma M0, M2, M6, avec le vaccin non avalant. Alors, il y a des recommandations particulières pour les HSH, c'est-à-dire les homosexuels masculins. Eh bien, le rattrapage peut être réalisé jusqu'à l'âge de 26 ans avec un schéma en 3 doses. Et chez les patients immunodéprimés, garçons et filles entre 11 et 19 ans, eh bien, dans cette tranche, sur ce terrain, pardon, dans cette population, eh bien, on a un schéma toujours en 3 doses, y compris pour la tranche d'âge 11-14 ans. Voilà. Alors, ça, je viens de vous le dire, donc je vais passer vite. Bon, simplement pour positionner maintenant toutes les primo-vaccinations et les initiations de vaccination doivent se faire avec le vaccin non avalant, hein, compte tenu de l'amélioration significative de la couverture sur les HPV à haut risque conférée par le non avalant. Donc,
bon, si le vaccin bivalent 16-18 est encore disponible, il ne faut pas initier des vaccinations avec ce vaccin bivalent. Et par contre, ces vaccins-là n'étant pas interchangeables, eh ben, si on a initié avec le vaccin bivalent, eh ben, il faut terminer le cycle avec le vaccin bivalent. Donc, un petit quiz. Donc, Camille a 17 ans. Elle a eu une dose de vaccin anti-HPV à 12 ans. Quelles sont les réponses justes? On recommence le programme vaccinal avec un schéma à 3 doses. On complète le programme vaccinal par 2 doses car Camille a plus de 15 ans. On rattrape le schéma vaccinal par une dose de vaccin. Donc, alors, il faut savoir que même s'il y a du retard en vaccinologie, notamment chez les sujets immunocompétents, toute dose compte. Donc, Camille ayant eu sa première dose à 12 ans, on reste sur un schéma en 2 doses, même si elle a passé l'âge de 15 ans. Et donc, on va compléter son schéma vaccinal par une deuxième dose. Il est inutile de faire 3 doses. Alors, que faire en cas de non-respect du schéma? Alors, en fait, finalement, en vaccinologie, ce qui est finalement plus ennuyeux, c'est de faire trop tôt dans un schéma vaccinal plutôt que de faire du rattrapage, hein. Donc, et ça, c'est vrai aussi pour la vaccination HPV. Dans un schéma en 2 doses à 11-14 ans, si la deuxième dose, comme indiqué sur la diapositive, a été administrée moins de 5 mois après la première dose, finalement, cette dose-là ne compte pas, hein. Et donc, vous allez devoir faire une troisième dose que vous allez repositionner à 6 mois, hein, en tout cas à plus de 5 mois de la première dose. Dans un schéma en 3 doses pour les 15-19 ans, eh bien, si la deuxième dose a été faite moins de 1 mois après la première dose, ben, elle ne compte pas, il faudra la rattraper. Et si c'est la troisième dose qui a été administrée trop tôt par rapport à la deuxième dose, c'est-à-dire moins de 3 mois, eh bien, cette troisième dose ne compte pas et il faudra donc la recaler à 3 mois, à au moins 3 mois de la deuxième dose. Alors, la vaccination HPV est-elle efficace? Donc, peut-être en avant-propos, donc pour un vaccin qui cherche finalement à éviter le cancer, donc l'efficacité, elle va se mesurer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la prévention de l'infection, donc de l'infection au HPV vaccinaux, en l'occurrence au HPV responsable de cancer. Le deuxième niveau, comme vous l'avez dit, dans l'histoire naturelle de la maladie, comme vous l'a dit le professeur Douvier, eh bien, c'est la prévention des états précancéreux. Et le troisième niveau, qui est le plus important, mais qui, en fait, finalement, qui est le plus tardif à arriver, finalement, c'est la prévention, in fine, du cancer HPV induit, hein. Donc, je vais vous montrer quelques données, hein. Les données donc sur l'effet sur le cancer commencent à arriver, hein, puisque les premiers, en tout cas dans les pays développés, les premiers programmes de vaccination HPV se sont mis en place entre 2005-2010. Et donc, les premières femmes qui ont été vaccinées, bon, elles ont entre 35 et 40 ans, donc c'est encore un petit peu tôt, puisque l'âge moyen de découverte du cancer du col, c'est plutôt 40 ans. Eh bien, il faudra attendre encore peut-être entre 5 à 10 ans pour avoir des études de grande ampleur pour pouvoir répondre à cette question, même si on a déjà des données très significatives pour le cancer du col de la femme jeune. Alors, sur l'impact de la vaccination sur les infections génitales HPV,
des vaccins. Donc, on a des données sur le quadrivalent initial, hein, le vaccin Gardasil. Donc ça, c'est une donnée, une étude australienne. Vous savez que les Australiens en fait, vaccinent très bien leurs jeunes avec des taux de couverture vaccinale dans les deux sexes qui ont été très rapidement élevés, hein, supérieurs à 80%, avec une vaccination qui a été démarrée en 2007. Donc, dans cette étude concerne en fait une province d'Australie où ils ont regardé la prévalence des infections à HPV vaccinaux 6, 11, 16, 18 à différentes périodes. 2005-2007, comme vous voyez sur la figure, avant la mise en place de la vaccination. 2010-2012, 3-4 ans après la mise en place de la vaccination. Et 2015, après 7 ans, hein, de la mise en place de cette vaccination. Et donc, bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On passe sur l'infection de 22% à 1,5% de prévalence de l'infection. Donc, on a une diminution de l'ordre de plus de 90%, donc une efficacité importante sur l'infection. Donc, niveau, on va dire, un peu plus supérieur, donc c'est l'effet en fait de cette vaccination sur les lésions précancéreuses de haut grade. Donc ça, c'est une étude écossaise. Donc le Royaume-Uni, notamment l'Écosse, l'Angleterre, ont comme l'Australie des programmes de vaccination HPV qui sont associés à des couvertures vaccinales élevées, hein, dans le contexte écossais, vous avez une vaccination des jeunes filles de 12-13 ans avec une couverture vaccinale de 85% et un rattrapage jusqu'à l'âge de 18 ans. Le dépistage par les frottis est organisé à partir de l'âge de 20 ans. Donc, ce qu'ils ont regardé en fait, ils ont regardé en fait l'incidence en fait des dysplasies de haut grade, CN3 voire plus, au premier dépistage à 20 ans, dans des cohortes en fait de jeunes femmes éligibles ou non à la vaccination, vaccinées ou non par le HPV. Donc, ça fait une cohorte de à peu près 140 000 jeunes femmes. Et donc, vous voyez donc sur la figure que là, vous avez en année, c'est les cohortes de naissance. Et donc, en violet, vous avez les courbes d'incidence chez les femmes non vaccinées ou non éligibles à la vaccination. Et en jaune, celles qui ont été vaccinées avec un schéma complet à 3 doses. Donc, vous voyez que très rapidement, après l'introduction de la vaccination, c'est les flèches bleues, et vous voyez une diminution de l'incidence des CIN3 chez les vaccinés, qu'on ne retrouve pas donc chez les non vaccinés. Et sur les dernières cohortes d'âge 95-96, c'est assez intéressant, parce qu'on voit que on a une diminution d'incidence des CIN3 chez les non vaccinés de l'ordre en fait du même niveau que les vaccinés. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait une protection de groupe, hein, intéressante. Donc, les jeunes femmes non vaccinées bénéficieraient de la vaccination des autres. Après, je ne sais pas si vous voyez, mais les intervalles de confiance sur l'incidence des non vaccinés sont vraiment très larges. Et donc, voilà, il faut aussi être un petit peu critique par rapport à l'étude aussi. Donc, donc, le dernier niveau d'efficacité, c'est ce qui nous importe le plus, hein, c'est au final donc l'efficacité sur la prévention des cancers. Donc ça, c'est la première étude qui a été, c'est une étude suédoise, hein, qui a été publiée en 2020. Donc, c'est à partir des registres en fait des dossiers de jeunes femmes entre 18 et 24 ans, donc, ce qui correspond à 1,6 million de jeunes filles, jeunes femmes qui ont été surveillées, hein. Et donc avec en fait, ils ont comparé en fait l'incidence
du cancer du col entre les jeunes femmes qui avaient été vaccinées, les non vaccinées, et au sein de celles qui avaient été vaccinées avant l'âge de 17 ans, c'est-à-dire a priori avec les recommandations requises hein, par le programme de vaccination suédois, et puis celles qui avaient été vaccinées un peu plus tardivement, entre 17 et 30 ans. Donc on voit sur les courbes d'incidence hein, qu'il y a une différence très significative entre les femmes vaccinées et les femmes non vaccinées, hein, et puis que il y a une différence entre les femmes vaccinées au bon âge et puis celles qui ont été vaccinées un petit peu plus tard. Donc, au final, dans cette étude sur la période de suivi, eh bien, c'était moins 88% en fait de réduction du risque chez les jeunes femmes qui avaient été vaccinées avant 17 ans. Et puis entre 17 et 30 ans, vous voyez, ça baissait, mais on avait quand même une réduction qui était de l'ordre de 53%. Donc c'est tout l'intérêt quand même de rattraper jusqu'à l'âge de 20 ans et plus, parce qu'on a quand même si les jeunes femmes ont été déjà exposées au HPV, on a quand même une efficacité qui est non négligeable. Alors, en vaccination, quand on s'adresse au public et qu'on se doit d'informer les gens, eh bien, il faut maintenant parler des profils de tolérance hein, et des effets indésirables. Il y a souvent beaucoup d'interrogations et de questionnements des parents, notamment vis-à-vis de la sûreté en fait de cette vaccination. Donc, bon, faut savoir que la vaccination HPV, donc, elle a entre 15 à 20 ans maintenant d'existence pour les pays qui l'ont mis au calendrier vaccinal les premiers. Et donc, c'est un vaccin pour lequel on a quand même des données de tolérance et de sécurité quand même très robustes, hein, puisque on est entre peut-être 500 à 600 millions de doses qui ont été distribuées de par le monde et pour lequel on a de la pharmacovigilance. Donc, au global, en fait, c'est un vaccin qui sont des vaccins qui ont des très bons profils de tolérance. Il n'y a pas de signal particulier en dehors des effets attendus de la vaccination, sur lesquels je reviens pas, effets locaux, effets généraux post-vaccinaux, avec dans la population compte tenu en fait de l'âge en fait des vaccinés et la possibilité probablement vous l'avez expérimenté de petits malaises ou de malaises vagos liés à la vaccination, mais plus peut-être au fait d'être vacciné que par le vaccin par lui-même. Donc un élément qui est toujours important quand on vaccine des jeunes adultes, notamment des filles, hein, c'est les liens potentiels et les associations potentielles avec les maladies auto-inflammatoires et les maladies auto-immunes. Donc, il y a de nombreuses études qui ont porté sur le sujet hein, de manière internationale. Donc là, je vous ai mis la grande étude française large qui a été menée par la NSM et avec les données de la CNAM-TS. Donc, où en fait, ils ont regardé s'il y avait un surrisque de maladies auto-immunes, en listant 14 maladies auto-immunes entre les jeunes femmes qui avaient été vaccinées et non vaccinées. Donc, c'est une étude, c'est une cohorte rétrospective. Donc, on voit que il n'y a pas de risque significatif. Hein, le ratio est à 1. Il n'y a pas de surrisque de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires lorsqu'on est vacciné HPV. Hein. Donc, dans cette étude, il y a peut-être un petit surrisque sur le Guillain-Barré avec cette association avec un Guillain-Barré est une association qui est extrêmement rare de l'ordre de l'anaphylaxie. Hein, c'est 1 pour 300 000 ou 400 000 doses, donc risque très faible. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce risque-là n'a pas été retrouvé dans d'autres études, notamment des études anglo-saxonnes et anglaises, avec voilà, un niveau
des cohortes qui étaient aussi importantes, voire plus importantes de suivi. Donc, voilà, Guillain-Barré, vaccination HPV, il n'y a rien finalement d'avéré. Et s'il y a quelque chose, le risque est extrêmement faible. Alors, est-ce qu'on est vers l'élimination des cancers HPV induits? Donc, on va parler un petit peu de couverture vaccinale. Donc, voilà, c'est une vaccination HPV donc, qui a une couverture vaccinale encore faible en France, même si elle s'améliore. Donc, en 2020, vous voyez, quand on comparait par rapport à nos voisins européens, et on était pour des schémas complets à 16 ans pour les jeunes filles, on était encore à 32%, seulement 32% en France, pour 80% pour les Espagnols et les Anglais. Les Italiens sont à 60. Donc, cette couverture vaccinale HPV augmente quand même. Donc, sur les dernières données fin 2022, vous voyez, à 15 ans, une dose, c'était 48% en fait des jeunes filles. Avec un schéma complet, c'était 41%. Si on regarde pour notre région, à une dose, c'était 51%. Et pour un schéma complet à 16 ans, on était à 44%. Donc, intéressant de voir qu'on a quand même progressé depuis quelques années. Quand on regarde les données par groupe d'âge et par cohorte d'âge, et on a touché le fond pour les cohortes d'âge de 1999, puisqu'on était qu'à 13% de schéma complet à 16 ans. Vous voyez qu'à partir de la cohorte d'âge 1999, eh bien, on a augmenté pour passer là pour les jeunes filles nées en 2006 à 41%, donc ce qui est quand même intéressant. Un petit focus pour ce qui est de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez que donc pour un schéma complet pour les jeunes filles nées en 2006, donc on était à 44% avec quand même des assez grosses disparités entre les départements. Alors, il y a probablement plusieurs raisons, mais peut-être que l'offre de soins médicale aussi peut jouer. Et c'est en ce sens que la campagne de vaccination dans les collèges prend tout son intérêt, en association aussi à l'élargissement de la possibilité des différents professionnels de santé de prescrire et de réaliser cette vaccination HPV. Donc, je vais vous donner rapidement quelques informations sur la campagne qui va être menée donc, dans les collèges, et je pense que pour certains y participeront. Donc, le contexte et l'objectif, c'est donc fin février 2023, donc c'est une annonce du président de la République qui sera mis en place une campagne de vaccination généralisée et pérenne. Pérenne, c'est important puisque ce sera a priori proposé à chaque rentrée scolaire, donc dans les collèges et pour les élèves de 5e. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir par cette action bien avoir une nouvelle opportunité de vacciner les adolescents contre l'HPV. Donc ça vient compléter et amplifier l'action des professionnels de santé de ville, médecins et autres professionnels de santé maintenant. Donc, c'est une vaccination qui est totalement gratuite. La CPAM, là encore, prendra en charge à 100% les vaccins HPV qui seront faits dans ce cadre-là. Donc, c'est des cohortes quand même de 800 000 élèves par an qui se verront proposer cette vaccination en 5e. Voilà, donc l'objectif, c'est d'arriver en 2030 une couverture vaccinale digne de ce nom, donc à 80%, et on cible pour la première année 30% de couverture vaccinale, donc grossièrement un peu un tiers des effectifs des élèves de 5e. Donc, on verra si on pourra en année 1 atteindre cet objectif-là.
Donc, tout ce programme, cette campagne a fait l'objet d'une instruction interministérielle entre le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale. Donc, le calendrier, donc septembre-octobre, ce qui s'est passé, donc, dès que la rentrée scolaire, il y a eu une information des parents, des adolescents, des collèges sur cette campagne de vaccination, recueil par le personnel de l'Éducation nationale des autorisations parentales, puisque bien évidemment, cette vaccination est proposée et n'est pas du tout obligatoire. Et donc, notre travail au niveau des centres de vaccination, c'est d'établir avec les établissements les plannings d'intervention dans les collèges, puisque les séances de vaccination se feront sur les temps scolaires. Donc, cette campagne de vaccination dans les collèges, dans chaque département, va se déployer début octobre jusqu'à début décembre, de manière à pouvoir faire la deuxième dose pour les parents qui adhéreront à la deuxième dose, pour avoir un schéma complet, d'avril à juin 2024. Voilà. Avec une première évaluation de la pertinence de la campagne, de son succès à l'été 2024. Donc, l'organisation de la campagne, comme je vous l'ai dit, le maître d'œuvre, en tout cas pour cette année, c'est les centres de vaccination publics, donc avec une invite aux professionnels de santé libéraux à participer à cette campagne via les ordres URPS, CPTS. Donc, vaccination réalisée sur le temps scolaire avec achat des vaccins par les centres de vaccination selon leur mode d'approvisionnement habituel. Donc, nous, sur la Côte d'Or, le centre de vaccination est basé sur le CHU de Dijon et donc les vaccins ont été commandés par la pharmacie du CHU et voilà, on sera approvisionné de cette façon-là, mais il y a d'autres modes d'approvisionnement en fonction de l'organisation des centres de vaccination. Donc, le renforcement des centres de vaccination se fait via le financement ARS et le financement des assurances maladie, encore une fois, pour cette campagne. Donc, bien évidemment, cette campagne de vaccination est associée à une campagne de communication nationale. Donc, vous avez pu le constater à la radio, à la télé, je ne sais pas, j'ai pas la télé, excusez-moi. Et puis, au niveau des établissements, puisque les parents ont eu des flyers de l'INCa donnant des informations sur les infections HPV et les modes de prévention. Voilà. Donc, bien j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Donc, on va prendre un petit peu avec Serge les questions que vous nous avez posées. Et puis, dépendant du type de question, eh bien, Serge ou moi vous répondrons. Si vous voulez, je peux prendre les questions. Alors, oui, si vous voulez. Si une patiente de 50 ans, par exemple, n'a pas eu de suivi pendant une dizaine d'années, on fait quand même simplement HPV, pas de cytologie? Réponse oui. En pratique, il n'y a pas de cancer sans HPV. Il n'y a pas de lésion précancéreuse sans HPV, sauf celles qui sont en train de guérir spontanément. Donc, en clair, si le test HPV est fait et qu'il est négatif, la patiente est tranquille. Donc, il n'y a pas lieu de faire une cytologie. Donc, après 30 ans, quels que soient les antécédents et le suivi, si HPV est négatif, il n'y a pas de cytologie du tout. Voilà, c'était le reste de la question, mais vous y avez répondu. Tout à fait. Lorsqu'une patiente a une cytologie positive ou HPV positive, le partenaire a-t-il des recommandations à prendre au vu des cancers masculins qui peuvent être induits? Michel, tu veux répondre ou bien je réponds? Oui, vas-y, réponds. Bon, en pratique, quand on a une cytologie positive, c'est qu'il y a une anomalie au niveau du col, ça ne veut pas dire que le partenaire a quelque chose. Si le test HPV est positif, c'est que la patiente a un HPV. Le partenaire a vraisemblablement également un HPV, mais en pratique, on ne traite pas l'HPV puisqu'on n'a pas de traitement curatif de l'HPV. Donc en pratique, on ne fait que traiter la lésion cytologique, la lésion histologique que va présenter la patiente. Le monsieur, est-ce qu'il a un risque? Oui, potentiellement, mais globalement, son risque est très faible.
Ce d'autant plus quand on sait qu'il est porteur chronique de façon beaucoup plus importante que ne l'est la femme. L'homme, on considère qu'il est porteur chronique à 30-40% d'HPV quasiment tout au long de sa vie. Alors que la femme, vous avez vu qu'il y a un pic d'incidence à 20-25 ans, puis après, ça diminue quand même significativement. Donc, en clair, il n'y a pas de précaution particulière à prendre et de recherche particulière à faire chez le partenaire. Tout au plus, quand il s'agit de lésions virales condylomateuses, là, il faut effectivement vérifier le partenaire parce qu'il peut en avoir aussi et ça peut justifier un traitement. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Je pense que si. Et pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Il y en avait une, mais qui a eu déjà sa réponse. Ah, en cas de signe 3 à 27, attendez, ça arrive. En cas de signe 3 à 27, pourquoi proposer la vaccination à ce moment? Alors, ça c'est une bonne question. En fait, il y a 2-3 études qui ont montré que vacciner une patiente après la prise en charge d'une lésion de haut grade, en général c'est après une conisation, mais ça pourrait être après une lésion de haut grade qui régresse spontanément, diminue de façon significative le risque de voir une récidive ou à nouveau une lésion de haut grade. On n'a pas mis ça en termes de recommandations en France pour la raison suivante, c'est qu'en fait, il faudrait vacciner énormément de patientes pour avoir un bénéfice très faible en ce qui concerne l'économie de lésions de haut grade. Donc, c'est en termes d'économie de santé, en termes de politique de santé, ce n'était pas rentable de proposer ça. Mais en pratique, au cas par cas, il y a effectivement un bénéfice à faire une vaccination. Donc là, c'est pour le docteur Duong. Quelles démarches doivent entreprendre les professionnels de santé, en particulier retraités, médecins et infirmiers, qui souhaitent participer à la campagne de vaccination? Moi, je vais répondre pour ce qu'on a mis en place en Côte d'Or. Donc, en fait, on a eu une réunion avec les différents URPS, Ordre des médecins, et nous avons simplement, en fait, donné nos coordonnées. On a une adresse mail et un numéro de téléphone dédié pour cette campagne de vaccination HPV. Et donc, les professionnels de santé libéraux qui sont intéressés à participer sont invités à nous se faire connaître. À ce moment-là, on se remet en contact avec eux. En gros, on les rappelle et puis on voit ce qui est possible d'organiser en fonction de la localisation des gens, de leur disponibilité. Hein, voilà. Sachant que c'est vrai que là, la campagne démarre dès la semaine prochaine. Donc, c'est vrai que les lignes de vaccination et les équipes vaccinales pour aller, on va dire, les 15 premiers jours au moins jusqu'aux vacances de Toussaint sont comment dirais-je, sont remplis. Hein, voilà. Mais je veux dire, on sera toujours, comment dirais-je, on fera le maximum pour inclure les gens vraiment qui se portent volontaires et qui veulent participer. On fera tout ce qui est possible pour répondre favorablement aux candidatures, si on peut dire. Et donc, juste pour compléter, je pense que donc, tous les conseils de l'ordre départementaux étaient informés, donc vous pouvez aller soit auprès de votre conseil départemental, ou sinon auprès de l'Agence régionale de santé au niveau départemental. Mais les conseils de l'ordre pourront vous orienter comme auprès du docteur Duong, en fonction du département d'où vous êtes. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Tout était Là, clair. je vois une question. Ah oui, pardon. Comment protéger la future partenaire d'un porteur masculin chronique HPV, exemple partenaire féminin positif ou HPV? Bon, là, c'est un problème effectivement de transmission. Je suis assez fataliste dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'en clair, je ne vois pas comment on pourra éviter le risque de passer d'un partenaire à l'autre l'HPV. Je rappelle que l'infection HPV est une infection avant tout marqueur d'une activité sexuelle. Bon, donc il faut la prendre comme telle. Il n'y a que quelques cas qui vont potentiellement évoluer. Notre but à nous, c'est d'essayer soit de prévenir cette infection HPV en empêchant l'infection HPV, mais là, c'est principalement la vaccination prophylactique. Sinon, pour nous, c'est avant tout de dépister des infections débutantes qui pourraient justifier, enfin des lésions débutantes qui pourraient justifier une prise en charge. Donc, dans ce cas précis, on ne fera rien pour prévenir cette infection. Le préservatif, on l'a vu, ne marche pas.
ça renforce vraiment l'idée que voilà, le vaccin et s'il y a encore de la place, le vaccin. Tout à fait. On a, bon, je vous ai présenté rapidement les données d'efficacité, hein, mais là, on a quand même un vaccin qui a une efficacité, en tout cas sur les sérotypes qui sont dans le vaccin, voilà, qui montre vraiment une efficacité très élevée, et si bien que certains pays sont sur des scénarios d'élimination du cancer du col pour les Australiens à horizon 2050, hein, quand même. Donc c'est quand même, comme disait mon mentor et patron, Monsieur Chavanet, ça cause dans le poste, hein, comme on dit. Donc, une jeune femme de moins de 20 ans qui a une vie sexuelle active peut être vaccinée. Tout à fait, tout à fait. Moins de 20 ans, elle a 19 ans révolus, donc elle est encore, elle peut être tout à fait rattrapée, même si elle a démarré sa vie, sa vie intime. Et les études, comme je vous ai montré, autant sur les états précancéreux sévères que sur le cancer du col, vous avez une efficacité. Alors elle est moindre que si on a fait la vaccination avant d'être exposé au HPV, ça c'est le principe de la vaccination, hein. Mais ça marche quand même, hein. Et, nous, on attend même, nous vaccinateurs, peut-être dans le futur, on augmente l'âge du rattrapage, hein, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on s'arrête à 20 ans jusqu'à présent, mais pourquoi pas remonter à plus et finalement se mettre dans les deux sexes jusqu'à l'âge de 26 ans, comme c'est le cas pour les HSH. Voilà. Et Donc c'est pas du tout c'est illogique. une vaccination qui peut encore se modifier en termes de recommandations. Et puis, ça répond un petit peu à la question qui a été posée. Une femme de plus de 20 ans qui est vierge, pourquoi ne pourrait-elle pas bénéficier de la vaccination? Alors, c'est vrai qu'actuellement, elle peut bénéficier. En termes d'AMM, il n'y a aucun souci. Après, simplement, c'est les recommandations pour la prise en charge, le remboursement du vaccin, que ça posera problème. Mais on peut toujours la vacciner, il n'y a aucun souci, hein. Et même si elle n'est pas vierge, si elle est demandeuse, c'est possible. C'est juste Tout qu'elle à n'aura fait. pas de remboursement Elle n'aura pas de à remboursement. 100%, enfin Voilà. à 60%. Voilà. Les études ont bien montré l'efficacité, elle est d'autant meilleure que la vaccination a été réalisée tôt. Maintenant, on a montré qu'il y avait une efficacité même si on vaccinait plus tard. Il y a eu des études qui ont montré une efficacité même si on vaccinait à 30 ans. C'est clair, il y a une petite efficacité, mais elle est moindre. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Tout le monde vous remercie, par contre, pour vos réponses claires. On remercie aussi les gens Alors, d'avoir c'est l'âge participé. de la première injection qui compte, une petite dernière? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire avant 15 ans révolus, entre 11 et 14 ans, c'est un schéma en 2 doses. Passé 14 ans, donc à partir de 15 ans jusqu'à 19 ans révolus, c'est un schéma en 3 doses, hein. Et lorsque vous devez rattraper, parce que si les gens ont commencé à 14 ans et que vous faites la deuxième dose et que vous terminez plus tard, eh bien, comme elle a commencé à 14 ans, vous terminez le schéma et vous restez sur un schéma en 2 doses. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que l'on clôt? Ah, ou une petite dernière? Pour les garçons ayant des relations homosexuelles, âge maximum de vaccination? 25 ans révolu, 26 ans, j'ai toujours un doute.
Et ben voilà, c'est les recommandations actuelles, c'est jusqu'à 25 ans révolus. Bon, je crois qu'on va arrêter quand même. Merci beaucoup, mais il est déjà 21h10, donc je pense que tout le monde a le droit d'arrêter. En tout cas, merci beaucoup au docteur Diong, au professeur Douvier, à tous les participants. Et puis, donc, certains ont demandé si le diaporama pouvait être accessible. Donc, j'ai dit que si vous en étiez d'accord, nous, on était d'accord pour le mettre sur le site avec le replay. Ça, on verra. Et on le diffusera aux ordres et aux URPS pour information. Donc, voilà. Aucun problème. Pas de Merci problème. Bonne beaucoup. soirée, merci de votre attention et puis à vos aiguilles. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup Au à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.